Il nous revient en cette année 2026 avec un documentaire qui retourne 60 ans en arrière, sobrement intitulé Côte d'Ivoire 1966. Regardons la bande-annonce de ce film disponible sur la plateforme qu'il a créée, sergebillet.info. Cette année-là, le roi Pelé débarque à Abidjan. Pelé va arriver, mais c'était un événement. Le Saint-Louis est un État indépendant depuis plus de 300 ans. Il n'a pas été conquis par la France et il ne sera pas conquis par Houphouët. Cette année-là, le rêve d'autonomie du Saint-Louis est brisé par un coup d'État au Ghana. Kwame Nkrumah représentait le dernier espoir de nos chefs, les chefs du Saint-Louis qui sont partis au Ghana. Cette année-là, les prisonniers politiques sont libérés, seulement qu'à l'appel Ernest Boka. C'était horrible. On a trouvé des plombs dans sa tête, des pointes. Il a été assassiné. Cette année-là, le célèbre télécrochet 6e Sillon est truqué. Les gens du bureau politique disent que la chanson du premier n'est pas assez politique. Alors que le vieux et ses enfants, Yedawasi, Yenana Boigné. Cette année-là, le stade d'Abidjan remporte la Coupe d'Afrique des clubs champions. C'était une grande fête. Il veut dire que quand le football gagne, c'est tout le monde qui danse. Hein. Côte d'Ivoire 1966, le documentaire de Serge Billet à voir en exclusivité sur la plateforme sergebillet.info. Prix unique, 3000 francs CFA. Serge Billet avec moi sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Bonjour Serge. Bonjour Pierre. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors le fil rouge de ce documentaire, c'est une année, 1966. Est-ce que c'est parce qu'elle était une année particulière ou il s'agit aussi de profiter de l'effet d'aubaine de l'actualité en retournant pile poil 6 décennies en arrière? Non, c'est une année particulière dans l'histoire du monde. Moi, j'ai écrit un livre il y a à peu près 3 ou 4 ans sur les années yéyé en Côte d'Ivoire. Et déjà, je m'étais aperçu que dans ces années yéyé, quand il y a eu des années charnières en Côte d'Ivoire et en Afrique, 1966 était une date importante. Et quand je tirais le fil au-delà des années yéyé, je me suis aperçu qu'il y a eu toute l'affaire du Saint-Louis qui s'est décantée aussi à ce moment-là, qu'il y a eu donc d'autres événements qui se sont produits, comme la question de la double nationalité. Et je me suis dit peut-être que c'était intéressant de les relier les unes aux autres, toutes ces histoires les unes aux autres. Et c'est comme ça que j'ai pensé ce documentaire et que j'ai réussi. Et même j'étais surpris de découvrir que cette année est une année hyper importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ben justement, dans un premier temps, je me suis interrogé sur ce choix fondamental, structurant, qui a consisté à alterner des sujets que l'on peut voir comme légers, Johnny, Hallyday, Pelé à Abidjan, ou le télécrochet truqué, et des sujets plus lourds comme la mort d'Ernest Boka et la fin de la révolte de l'ex-royaume du Saint-Louis. Et je me suis dit que peut-être que les uns et les autres, le divertissement et la violence politique, ce mouvement de balancier, sont les deux faces de la pièce de l'oufouettisme, c'est-à-dire un système qui a généré beaucoup de joie populaire et des moments de bonheur. Et ces moments de bonheur et de joie populaire, de ferveur populaire, ont aussi masqué des aspects un peu moins reluisants qui finalement étaient quasiment invisibilisés par les apothéoses joyeuses. Non, mais c'est pas faux. Mais en fait, il suffit simplement de prendre le calendrier et puis de regarder ce qui s'est passé dans cette année-là. Et effectivement, c'est le reflet d'une politique d'un pays. Et ce reflet-là nous renvoie même à ce que nous sommes aujourd'hui. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes choses, avec des douleurs, des bonheurs. Et c'était important de pouvoir décrypter cette année-là. Et quand on la décrypte, bien, on arrive à décrypter le quotidien que nous vivons aujourd'hui, on arrive à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'ai toujours cette phrase en tête de l'écrivain américain Santayana qui dit « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre ». On a vécu en 1966 tout ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc c'était important, oui, c'était donc les deux faces de l'oufouettisme, mais c'est aussi les deux faces d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Et d'un pays finalement assez extraverti, et assez moderne dans ces années 60, assez inséré d'une certaine manière dans la mondialisation, mais aussi assez féodal, restant assez féodal quand même. Ah oui, bah, de toute façon, la Côte d'Ivoire, c'est d'abord, moi je me souviens quand j'étais jeune journaliste
même quand j'étais même plus jeune en Côte d'Ivoire, de cette fameuse phrase de Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire c'est sa chose. Voilà, donc effectivement, oui, ce côté à la fois oui, féodal et ce côté patrimonial, oui, on le retrouve. Mais malgré cela, dans cette atmosphère qui était quelquefois étouffante, difficile, où beaucoup souffraient aussi, mais il y avait une joie de vivre, il y avait des gens qui passaient leur temps dans les maquis, qui achetaient déjà des perruques. Il y avait la vie qui n'était pas chère. Oh, la vie qui n'était pas chère, on achetait des perruques aussi déjà à l'époque pour les femmes. En tout cas, il y avait une vie joyeuse à côté de ça. Et c'est ça qui est assez paradoxal dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la souffrance côtoyait le bonheur, et l'un ne s'occupait pas de l'autre. Et du coup, c'est des mémoires éclatées et des mémoires qui peuvent se nier l'une et l'autre, puisque ceux qui ont souffert de l'envers du décor qui était invisibilisé peuvent finalement avoir l'impression que le bonheur n'a jamais existé, et ceux qui ont vécu notamment une sorte de prospérité économique, parce qu'il y a un des témoignages qui dit que la vie était finalement pas chère, c'était avant le choc pétrolier des années 70, donc les matières premières apportaient encore assez, la population était encore assez peu nombreuse pour vraiment vivre le progrès, quasiment connecté aux 30 glorieuses européennes. Et donc ces deux mémoires peuvent se confronter puisqu'elles ne se sont jamais entretenues l'une et l'autre. Et c'est ça notre problème aujourd'hui en Afrique, c'est que nous devons arriver à tout lier. Nous devons arriver à raconter notre histoire avec une vue globale. Et jusqu'à présent, effectivement, on restait dans des strates. Les familles qui avaient par exemple connu la prison d'Assabou étaient assez mortifiées par ce qui s'était passé avec les faux complots qu'ont subi la famille Thiam, la famille d'Anne-Marie Raji, la famille Boka. Ces familles-là ont connu ces moments très durs et très sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis pendant ce temps-là, il y avait d'autres qui s'amusaient. Donc il faut relier toutes ces histoires-là et comprendre que c'est en reliant les mémoires qu'on comprend justement ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, et non pas en essayant de mettre une partie sous la poussière pour ne garder que ce qui nous arrange. Moi, j'ai toujours été dans ma démarche, notamment vis-à-vis de Houphouët-Boigny, comme étant quelqu'un qui veut à la fois interroger les ombres et les lumières. On voudrait nous faire croire qu'il ne faut s'intéresser qu'aux lumières, déifier le personnage et ne pas s'intéresser aux ombres. Moi, je m'intéresse aux deux. Je ne suis pas de ceux qui le vouent aux gémonies en disant « mais non, c'était... » Il a un bilan, voilà. de facto. Il a un bilan. Il a un bilan intéressant. Par rapport à Mobutu, par exemple. Totalement. Mais il faut voir les ombres et les lumières. Il faut interroger les deux. Et non pas se cantonner à de dire on ne garde que le bien ou on ne garde que le mal. Alors c'est assez curieux parce que les Ivoiriens sont très connectés à la France, mais même en France, quand on raconte les rois ou les chefs comme De Gaulle ou Mitterrand, on sait faire inventorier, et même les partis politiques de ces gens admettent la face sombre. Les Ivoiriens sont très religieux, mais quand on lit même l'Ancien Testament et les rois de la Bible, on voit bien qu'ils avaient plein de défauts. Pourquoi nous ne... On n'y arrive pas. C'est-à-dire que moi, je garde toujours en mémoire, puisqu'on parle aussi de politique, et on parle de la France à l'instant, le fameux droit d'inventaire qu'il y a eu à gauche. Puis ce droit d'inventaire, on doit le faire aussi pour les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, et en l'occurrence ici en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas, on ne l'accepte pas. C'est quelque chose qui est tabou, ou en tout cas qui vous vaut quelquefois à la fois des insultes, du mépris, toutes sortes de choses, parce que vous prenez juste le temps. Bon, je fais partie de ces journalistes sur qui tout cela glisse. Hein. Moi, j'ai pris l'habitude depuis de nombreuses années de m'attaquer à des choses qui étaient extrêmement dures, difficiles, et à ne rien craindre. Tout à l'heure, vous avez cité le livre Noir dans les camps nazis. Quand j'ai écrit en 2005 ce livre, qui a eu un succès phénoménal dans le monde entier, voilà, j'ai été attaqué aussi parce que, mais pourquoi est-ce qu'il se permet de parler des Noirs qui ont été déportés dans les camps de concentration, alors qu'on ne parlait jusque-là que des Juifs? Et pourquoi est-ce qu'il raconte aussi cette histoire des Africains, des Américains noirs, et puis des Antillais? Parce que c'est une histoire qui est aussi la nôtre, et cette histoire, on doit la raconter. Donc, être habitué à ce genre d'agression, d'être stipendié, d'être vilipendé pour ça, ça ne me gêne pas. Parce que c'est notre travail. Notre travail de journaliste libre et indépendant, c'est justement d'aborder la mémoire sans tabou, avec les ombres et avec les lumières. Alors, dans ce documentaire, tu parles de la question de Houphouët-Boigny qui a essayé, pas seulement Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny avec ses collègues, on va dire présidents du Conseil de l'Entente, qui ont essayé d'imposer la double nationalité automatique pour tous les membres du Conseil de l'Entente dans tous les pays du Conseil de l'Entente. En fait, j'ai été frappé parce que j'ai entendu parler de cette histoire, mais racontée en Côte d'Ivoire, ça revenait à dire Houphouët-Boigny voulait finalement nous imposer à nous, les autres,
sans que nous n'ayons chez eux les mêmes avantages. Mais c'est faux en réalité. C'est totalement une faux. légende urbaine. C'est une question de double nationalité pour tout le monde, en fait, de créer finalement une nationalité du Conseil de l'Entente, un peu par la force des choses, une pré-nationalité commune. Et puis surtout, non seulement c'était pour tout le monde, mais tout le monde s'y opposait. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont Mais opposés. c'est ça. Les Béninois s'y sont Ils sont opposés, les Burkinabés, Oui, oui. les voltaïques. Mais Oufou était un visionnaire, il faut le dire, parce que quand on parle d'un personnage comme lui, il faut savoir aussi montrer donc les bonnes choses. Il était un visionnaire, il avait compris qu'il fallait effectivement se mettre ensemble, et donc il a fait cette proposition qui a été acceptée par les autres pays du Conseil de l'Entente. Malheureusement, oui, il y a eu une opposition féroce, déjà au sein de son parti, le PDCI, qui l'a débouté là-dessus, mais aussi donc, les voltaïques qui n'en voulaient pas, parce qu'ils avaient peur justement qu'il y ait une hégémonie donc, ivoirienne qui s'impose. En Côte d'Ivoire, on avait peur qu'il y ait un afflux d'étrangers qui viennent prendre la place des Ivoiriens. Un afflux qui a finalement eu lieu. Oui, qui a eu lieu finalement. Et puis les Togolais, les Béninois ne voulaient pas parce qu'ils en voulaient aux Ivoiriens pour les pogroms qu'il y avait eu donc, dans les années 50 où on avait chassé en masse des Dahoméens et autres. Donc tout ça, ça a été compliqué, mais au moins c'était une volonté. Les différentes élites de ces pays avaient bien l'intention de truster les postes. En réalité, le rejet de la double nationalité n'était pas populaire, c'était une question d'élite. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est très intéressant parce que moi-même qui m'intéresse beaucoup à l'histoire de la Côte d'Ivoire, à l'histoire du nationalisme ivoirien, je ne savais pas que c'était cette histoire-là. Ça change totalement la nature de l'histoire. Et ça remet en cause le dolorisme, le nationalisme doloriste ivoirien, genre les autres contre nous. Ça évoque plutôt la question de ce qu'on entend faire du pacte post-colonial. Et puis, quelque part, Houphouët-Boigny a eu raison. Il était en avance. Imaginer que la question qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire en 2002 n'aurait pas existé. Mais tout à fait. Mais Houphouët-Boigny était en avance. Et le dire, c'est pas faire de l'oufouettisme, c'est juste reconnaître les mérites de quelqu'un qui a pensé l'Afrique. Certes, on a tous dit, on sait que le système colonial était un système assez oppressant et que même après les indépendances, il y avait quand même des contingences. Mais il a cherché par différents moyens à pouvoir desserrer les taux. Et il a pensé que justement, cette notion de la double nationalité donc, entre les gens du Conseil de l'Entente, ça pouvait permettre d'aller un peu plus vite. Malheureusement, il n'a pas été compris. Mais dans un autre chemin que celui de... Voilà, il n'a pas été compris. Effectivement, on en a payé après les conséquences bien plus tard. On peut dire que ce chemin qu'il voulait prendre était peut-être compatible avec les vues du colonialisme, puisque ce n'était pas une unité globale du continent africain, mais c'était un choix sélectif. Mais il faut bien commencer par quelque chose. On peut aussi se dire ça. Alors, je voudrais qu'on aborde la question de ce qui s'est passé dans cette année 66, qui est dure et qui s'est passé, et notamment la libération des prisonniers politiques dans le cadre de ce qu'on appelait l'affaire des faux complots d'Houphouët-Boigny. Alors, en 1966, les prisonniers politiques sortent des cachots, notamment de cette fameuse prison d'Assabou de triste mémoire, sauf parmi ceux qui étaient illustres en tout cas, Ernest Boka, compagnon très proche d'Houphouët, lié à lui par une amitié quasi filiale, Ernest Boka, qui est mort en détention. Bon, je voudrais que les gens aillent regarder le documentaire, mais je voudrais que tu nous dises qui était Ernest Boka, parce que malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas, parmi ceux qui vont nous écouter. Et pourquoi as-tu voulu rappeler son souvenir dans le cadre de ce documentaire ? Ernest Boka était d'abord une grande figure politique, une figure notamment du PDCI, et quelqu'un qui avait un lien très particulier donc avec Félix Houphouët-Boigny, qui était plusieurs fois ministre, et puis qui a été le premier président du Conseil le nom m'échappe, mais qu'importe en tout cas, de la Cour suprême. De la Cour suprême, et qui à un moment donné donc, a été accusé d'avoir voulu assassiner Houphouët. Donc naturellement, il était mis en prison, mais il n'a pas été le seul. Beaucoup d'autres ont été mis en prison. Et on s'est aperçu au fil du temps, en tout cas, Houphouët lui-même a reconnu au fil du temps qu'il avait été abusé sur cette question-là. Mais il n'en reste pas moins que ça a laissé des traces, puisque au-delà des autres qui ont beaucoup souffert, notamment Samba Diarra et d'autres, Anne-Marie Ragy, qui ont beaucoup souffert dans cette période-là, donc d'être enfermés dans ce cachot sordide, où il y a eu de la torture. Au-delà de ces personnes-là... Fort menacer les prisonniers de se faire violer par des lépreux. Exactement, oui. Oui, ça c'est... On le trouve dans le livre de Samba Diarra. Et donc, Ernest Boka a perdu la vie, et donc, pendant plus de 60 ans, sa veuve n'a pas parlé. Elle s'est tue. Pour différentes raisons, parce que peut-être que le moment n'était pas venu. Et là, pour la première fois, elle s'exprime et elle raconte effectivement ce drame-là tel que ça s'est produit. Et on est touché parce que
on s'aperçoit que ça jette vraiment une ombre sur ce règne de Félix Houphouët-Boigny, parce que qu'il puisse dire qu'il a été abusé, ou bien qu'on puisse dire que c'est parce qu'il craignait, parce qu'il a raconté que ce sont les Français qui avaient monté ce faux complot pour pouvoir donc embrigader toute la jeunesse politique ivoirienne qui ne voulait pas suivre les ordres des Français, et qu'il n'a pas voulu être lui-même pris dans cette tenaille et finir comme Olympio. Qu'on puisse dire ça, qu'on puisse trouver ça comme prétexte. En gros, c'est l'aile gauche du PDCI qui a été attaquée. Voilà, et donc qu'il puisse dire ça. Mais il n'en reste pas moins que ça reste une tâche vraiment très, très forte sur... et ces deux grands moments dans son règne en 66, c'est d'abord ça et l'affaire du sang-oui. Mais ça, c'était quelque chose de très important. Et le témoignage de Madeleine Boka, qui est un témoignage très fort, absolument, qui raconte vraiment, et bouleversant, invite à regarder parce et bouleversant, et qui raconte comment les choses se sont passées. Ça rebat les cartes et ça permet de voir ce passé-là différemment. Mais surtout que c'était quasiment un de ses préférés, c'est-à-dire un de ses jeunes... C'est son fils chéri. C'est incompréhensible. On est obligé de penser un peu de paranoïa, parce que 63, c'est l'année aussi de la mort de Sylvanus Olympio au Togo. Et donc les pouvoirs africains dans cette guerre froide, peut-être sont quasiment tous habités par la paranoïa. Je pense qu'il y avait une part de paranoïa. Et cette part de paranoïa, souvent, elle s'explique encore plus quand vous avez un pouvoir qui est autoritaire. Où il n'y a pas une opposition, ou en tout cas des personnes qui peuvent soit contester son pouvoir, ou peut-être l'éclairer différemment. Parce que même des proches à lui se sont retrouvés à la prison. Et des gens de sa famille. De sa famille, oui, oui. Amadou Thiam, donc le père de Tidiane Thiam, qui était le mari de sa nièce, chérie, quasiment sa nièce préférée. Il est banni aussi. Kofi Gado, oui, tous ces gens ont connu. Un tiraillement familial, c'est les Boigny. Donc on imagine à quel point il peut y avoir effectivement une forme de paranoïa. 1966, donc c'est l'année où se reboucle cette question des faux complots, qui sont remontés à la surface progressivement. Alors, d'abord, aujourd'hui avec ton documentaire et le témoignage frappant de Madeleine Boka, mais avant, un quart de siècle plus tard environ, sous la plume notamment de Samba Diarra. Mais Samba Diarra sort son livre à un moment assez particulier où le PDCI se déchire, c'est-à-dire en fait il y a eu la fracture du RDR, qui était la branche un peu nordiste du PDCI à un moment, pas dès le début, mais à un moment. Et on a l'impression que ces choses qui étaient dans les placards ont alimenté les narratifs justifiant la fracture nationale après la mort d'Houphouët. On a l'impression que ces années 1963-1966 ont continué et continuent aujourd'hui encore à hanter la mémoire, la vie politique. C'est très juste, et c'est pour ça que je dis que c'est important de ne pas mettre tout ça sous la poussière. On a une tendance aujourd'hui, avec une jeunesse qui s'intéresse plutôt à des futilités, et puis une propension à ne pas chercher à faire connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a une tendance à mettre tout ça sous le boisseau, à mettre tout ça sous la poussière. C'est important de comprendre ça, parce qu'on comprend d'où viennent tous les événements qui se sont passés par la suite. 63, 66... 63, le père de Gbagbo est dedans, le père de Tidiane Thiam est dedans, le frère de Bani, Charles Konan Bani, c'est-à-dire Jean Konan Bani est dedans, c'est-à-dire les dissidents du PDCI, quels qu'ils soient, leurs parents ou eux-mêmes sont dedans, et puis les gens qui ont créé le FPI aussi, c'est pour rejeter. Gbagbo lui-même dit que c'est dans ces années qu'il a commencé à considérer qu'Houphouët n'était pas la personne qu'on disait. D'où l'importance de connaître cette partie de l'histoire. Moi, je travaille sur la mémoire parce que, mais bon, c'est pas seulement que sur la mémoire ivoirienne, hein, mais sur la mémoire et sur l'histoire ivoirienne, contre vents et marées, parce que je pense que c'est important. C'est important pour les générations qui viennent. Nous avons eu la chance de grandir à une époque où l'école ivoirienne était une grande école qui nous a aidés à nous construire. Malheureusement, donc parallèlement, l'histoire ivoirienne, elle était mise sous le boisseau. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune étudiant, les livres de Samba Diarra, on les cachait sous le manteau. Et puis pas que ceux de Samba Diarra, les livres de Jacques Bollin aussi, l'ancien conseiller de Houphouët-Boigny qui était français, on les cachait sous le manteau parce que l'histoire, il fallait pas la raconter. Un livre justement dit que Ernest Boka a été tué parce qu'il a craché sur Houphouët. Oui, voilà. On ne sait pas si c'est vrai. Franchement, il n'y a aucune preuve. On dit même qu'il s'est pendu aussi, donc on a sorti... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était assassiné. Il est assassiné, ça c'est clair, voilà. Et sa femme est très formelle là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que
pendant très longtemps, quel que soit le degré d'instruction qu'on avait à cette époque-là, il fallait tout mettre sous le boisseau. L'histoire, il ne fallait pas la transmettre. Et très peu de gens en Côte d'Ivoire, très peu d'Ivoiriens, nous qui avions l'opportunité de vivre à l'étranger, c'était peut-être beaucoup plus facile de nous procurer dans un certain nombre de livres, qui étaient des livres qui étaient importants pour notre construction par rapport à notre pays. Très peu de gens. Et donc, l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne l'a pas disséquée pour comprendre pourquoi tout ce qui s'est passé après est arrivé. Mais même le grand livre de Amadou Kourouma, Les soleils des indépendances, qui a circulé dans toute une génération d'écoliers, de lycéens, de collégiens africains, parle de cette année, de ces années. En fait, c'est un des prisonniers des 63-66 qui est le héros Fama. Et Fama, il meurt à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Se pose la question des frontières héritées de la colonisation, de la question de la carte d'identité, bref, les questions qui vont surgir après et amener une guerre. Alors, dans ton documentaire, on raconte que vous pouvez interroger lui-même les prisonniers dans des conditions extrajudiciaires. Il faut bien se dire une chose. Nous qui travaillons sur l'histoire, en tout cas moi, en ce qui me concerne, on ne travaille qu'à partir des archives. Et j'ai eu la chance extraordinaire qu'on m'a ouvert les archives françaises. Grâce à des lettres que j'ai envoyées au ministère, à l'Élysée et tout, on m'a ouvert les archives françaises. Et donc j'ai vu ces documents secrets où les archives françaises racontaient comment se passait le traitement des prisonniers, comment Oufou allait lui-même pour interroger les prisonniers. C'est écrit noir sur blanc, je n'ai rien inventé. Hein. Et donc ces documents même sont produits dans le documentaire. Donc ce qui est intéressant, je veux dire, c'est qu'au-delà de la parlotte où les gens peuvent dire, il paraît qu'on dit que... Non, là ce sont des documents, ce sont des documents d'époque que j'ai pu consulter, que j'ai pu filmer et que j'ai pu reproduire. Puis les Français qui le disaient, c'était ses alliés. Alors il les interrogeait lui-même dans des conditions extrajudiciaires parce que le chef de l'exécutif ne peut pas interroger les prisonniers et une atmosphère de torture. C'est pas lui qui torturait, mais il y avait de la torture. Donc l'épouse d'Ernest Boka, on revient sur ce témoignage qui est central dans ce documentaire, raconte aussi que Oufou la convoque pour lui annoncer la mort de son mari et tenter de justifier cette mort en le dénigrant post-mortem. C'est un niveau de cruauté incompatible avec son image d'Épinal. Non seulement de ce côté-là, en fait, on peut voir ça et c'est clair que chacun se fera une opinion. Moi, je vois plutôt la dignité d'une mère, d'une femme. Et cette femme m'a beaucoup... 60 ans après, elle m'a beaucoup vraiment marqué. Une très jeune femme à l'époque. Très jeune femme à l'époque. Elle m'a beaucoup marqué par sa dignité, par sa façon, justement, d'avoir abordé cette histoire. Et j'imagine que c'est une histoire qui déchire, qui torture. Et puis se taire pendant 60 ans pour ne rien dire, ça doit être extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Et donc, oui, on peut voir le côté Houphouët-Boigny. Moi, je préfère voir plutôt le côté de cette femme-là, que je trouvais extrêmement digne. Et je pense justement que ça tranche avec toute l'horreur de ce qui se passait, qu'on puisse mettre en avant aussi une femme qui a... Mais elle a survécu psychologiquement, parce qu'elle aurait pu sombrer dans la folie, pas être en mesure d'éduquer ses enfants après ça. Elle était d'autant qu'elle n'arrivait pas à trouver du travail. Et que, parce qu'elle était la femme d'Ernest Boka, elle était rejetée de partout. Et elle dit même qu'à un moment donné, mais c'est comme ça, on lui aurait proposé d'être prostituée, tellement elle ne trouvait pas du travail. Qu'elle dit que c'est sa propre éducation qui l'empêchait donc de sombrer. Donc, c'est bien quelquefois aussi de mettre l'accent sur les zones d'ombre de ceux qui nous ont dirigés, mais c'est bien aussi de mettre l'accent sur la grandeur de gens pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas perdue comme tant de pays d'Afrique, parce qu'il y a toujours des gens de bien, des gens forts, des gens dignes. Et ces gens dignes-là, il faut savoir aussi mettre la lumière sur eux. Alors, Boka était président de la Cour suprême, c'est son refus d'exercer une justice à la botte de l'exécutif qui lui vaut son destin tragique. Je me demande si ce n'est pas une des blessures initiales qui hante toujours la magistrature ivoirienne. La magistrature ivoirienne est toujours embringuée, si on peut dire, dans les problèmes électoraux. Et dans les problèmes dans l'incapacité à dire ce qui est juste quand ça déplaît à l'exécutif. Mais pour les problèmes électoraux, on peut penser à Tiakoné, le président de la Cour suprême de 2000, on peut penser à Paul Yaoundé, le président du Conseil constitutionnel, car le Conseil constitutionnel est une juridiction de 2010-2011. On a l'impression qu'il faut parler de ça pour qu'on évoque la question de l'indépendance de la justice et ce que la non-indépendance de la justice a créé dans ce pays à plusieurs reprises. Et ça ne vient pas de 66 seulement, ça commence déjà dès 1959, parce qu'il y a un aspect du documentaire dont on n'a pas encore parlé, c'est l'affaire du Saint-Louis.
lorsque les gens du Saint-Louis décident, quelque part, de ne pas accepter la situation donc, qui leur est offerte, puisqu'ils étaient indépendants avant l'arrivée des Français, ils ont finalement trouvé un traité avec les Français qui ont reconnu leur indépendance. Après, les Français ont fait volte-face. Et puis finalement, quand ils ont voulu réclamer donc plus d'indépendance, ou en tout cas une autonomie, comme l'est peut-être par exemple Monaco vis-à-vis de la France, quand ils ont voulu réclamer ça, eh ben, on leur a tapé dessus. Et qu'est-ce qui se passe en 59 ? En 59, quand Houphouët arrête les gens du Saint-Louis, hein, que ce soit le roi du Saint-Louis ou les représentants du Saint-Louis qui sont venus à Paris pour pouvoir parler à De Gaulle, ces gens-là, ils sont arrêtés et transférés donc à la prison de la Santé pour les deux personnes, Eonou Bilé et son compagnon, donc qui sont arrêtés et placés à la Santé. Ils sont piégés par la France. Piégés par la France. Et c'était un magistrat ivoirien. Eonou Bilé et chaque fois que je le personnage, qui est le personnage tout à fait. De cette... Et donc à ce moment-là, c'est un magistrat ivoirien qui demande à ce qu'il soit arrêté et qu'il soit transféré en Côte d'Ivoire. Mais ce magistrat ivoirien, en principe, il le fait en disant qu'ils ont bafoué l'autorité d'un pays, alors que la Côte d'Ivoire n'est pas encore indépendante. Donc ça veut dire que déjà, dès le départ, il y a quelque chose de truqué là-dedans. Dès le départ, la justice ivoirienne prend des libertés par rapport à sa fonction. Et donc, naturellement, c'est normal qu'effectivement, ce soit cette plaie-là que l'on retrouve encore aujourd'hui. Justement, parlons de 1966, année de la fin du rêve de l'aventure sécessionniste du Saint-Louis. Alors, le mouvement Libération du Saint-Louis, c'est une sorte de mouvement sécessionniste un peu monarchiste qui rêvait, donc, tu as dit, de faire de son royaume un royaume, une sorte de Monaco africain. Alors, peut-être c'est ma sensibilité personnelle, peut-être que je suis un affreux jacobin. C'est difficile en 2026 de comprendre, de partager les motivations internes de ces sécessionnistes, puisqu'en gros, ils disent que, vu que les Français les ont découverts les premiers et ont signé un pacte avec eux les premiers, ils ne sont pas ivoiriens, quoi. On est totalement d'accord. C'est difficile. Moi, je suis très à l'aise, parce que je suis originaire du Saint-Louis. Mon père, c'est grâce à mon père que je me suis intéressé à cette histoire, parce que très très tôt, il m'a raconté l'histoire du Saint-Louis. Il m'a dit, mon fils, il faudra que tu écrives un jour quelque chose là-dessus. Donc c'est grâce à mon père, donc, d'ailleurs. Je ne vais pas te gêner. Voilà, donc je suis très à l'aise par rapport à ça. Oui, en 2026. Mais en fait, moi, ce qui m'a choqué là-dedans, c'est pas qu'on puisse dire que c'est normal aujourd'hui que le Saint-Louis soit rattaché à la Côte d'Ivoire. Oui, ça je le partage totalement. Et que cette aventure sécessionniste était, à mon avis, une espèce de leurre. Mais ce qui m'a choqué, c'est la façon dont la chose a été réprimée. En fait, je pense que dès cette époque-là, on avait une brutalité en politique. Et qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Et une milicianisation aussi. Voilà, et qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, là où on dit que Houphouët, c'est l'homme du dialogue, c'est l'homme qui essaye de rassembler. On n'a pas été capable de pouvoir gérer cette situation-là dans le dialogue. On a réprimé. Et cette répression-là, on la retrouve jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où on n'est pas capable justement, entre partis politiques, entre gens qui font des politiques différentes ou qui pensent différemment, de pouvoir être capable de raisonner et de réussir à dialoguer autrement que par le bâton ou la prison. Alors, peut-être que Houphouët, alors nous voilà en train de défendre Houphouët, peut-être qu'il estimait que c'est assez curieux qu'un Nkrumah, le chantre du panafricanisme et des États-Unis d'Afrique, ait été le soutien extérieur de ce mouvement sécessionniste. C'est-à-dire, tu dis que tu veux faire de l'Afrique un seul pays, mais chez ton voisin, tu veux le découper en deux. Mais je suis totalement d'accord. Mais dans ce cas, que chacun balaye devant sa porte, qu'est-ce qu'il a fait au Biafra? Ouais, bon. Ben voilà. Donc, ils sont tous pareils. Voilà, Houphouët aussi, qui réprime la sécession chez lui et qui en même temps encourage la sécession au Biafra. Ils étaient tous pareils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut gérer et créer une nation qui soit une nation homogène où les gens puissent ensuite paisiblement donc régler leurs conflits, il faut le faire par le dialogue et non pas réprimer. Oui, Nkrumah a été d'une façon un peu pervers, parce qu'il a voulu quelque part mettre un coin dans l'autorité de Houphouët et puis donc en profiter. Oui, ça c'est vrai. Et utiliser ses frères. Ah oui, non mais ça... ses frères d'un point de vue ethnique. Non mais ça c'est clair. C'est moche. Nkrumah s'est très mal comporté. Mais Houphouët s'est très mal comporté aussi au Biafra. Donc il faut... Maintenant que j'ai dit ça, il y aura plein de commentaires de panafricanistes qui vont dire mais c'est incroyable, je critique Nkrumah. Non, mais parce que notre rôle à nous, c'est pas d'être
aveuglement. Moi j'adore Nkrumah, je veux dire, son histoire est passionnante et je m'intéresse à Nkrumah, c'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est compliqué de défendre ça. Il faut savoir dire les choses. Et puis, qu'on le veuille ou non, les grands hommes n'en restent pas moins des hommes. Hein, comme disait un jour Patrick Chamoiseau à propos d'Aimé Césaire, il disait, mais ils ont tous un angle mort. Et cet angle mort-là, c'est le fait que, comme on n'est jamais un bon père, on apprend à être papa au jour le jour ou à être maman au jour le jour, on apprend aussi à diriger un pays au jour le jour dans un contexte qui est un contexte complètement nouveau pour chacun. Donc les uns et les autres ont pu faire des erreurs. En plus, cette rivalité Houphouët-Boigny-Nkrumah se déroule également dans un contexte, celui de la guerre froide. Et c'est peut-être ceci qui explique cela. C'est-à-dire Nkrumah est plutôt proche de la Chine et de l'Union soviétique, et Houphouët plutôt proche de la France et des États-Unis, du bloc de l'Ouest. Oui, mais c'est clair. Le contexte explique les choses. Et naturellement, chacun a choisi son camp. Et donc, choisissant son camp, chacun défend aussi ce qu'il pense être juste. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Houphouët était vraiment entre le marteau et l'enclume, parce qu'il y avait Nkrumah d'un côté, il y avait Sékou Touré de l'autre. Et le Sékou Touré et Nkrumah, ils étaient dans un espèce de tandem qui fonctionnait très bien. Et donc, Houphouët se retrouvait entre les deux. À un moment donné, Sékou Touré a dit qu'il allait marcher sur la Côte d'Ivoire pour aller délivrer donc Nkrumah. Donc, ce n'était pas forcément évident. Il ne faut pas jeter la pierre, il faut juste expliquer les choses. Il faut comprendre les choses, expliquer, en donnant les éléments qui permettent de contextualiser et de voir comment est-ce que chacun a pris sa décision en fonction des choses. Moi, la seule chose que je dis dans cette affaire, de la même façon qu'on dit que Nkrumah s'est peut-être pas bien comporté et que Houphouët s'est retrouvé donc face à une situation, il fallait qu'il défende aussi l'unité de son territoire, mais d'un autre côté aussi, lui-même est allé au Biafra, donc au Nigeria. Oui, au Nigeria, favoriser donc la sécession du Avec Biafra. la France, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le ont Haïti transporté aussi. des armes pour aller créer des problèmes au Nigeria. Voilà. Pour des questions de pétrole. C'était la plus pure des France-Afrique. En 2002, donc près de 40 ans après le 108, une rébellion éclate en Côte d'Ivoire, cette fois-ci dans le nord, cette fois-ci soutenue par d'autres pays voisins. Qu'est-ce que ça nous dit de l'Afrique de l'Ouest et de la Côte d'Ivoire dans l'Afrique de l'Ouest? Parce que finalement, quand on étudie les mouvements de rébellion, ils ont toujours une base arrière dans des pays voisins. Alors qu'on peut pas imaginer aujourd'hui qu'en Afrique australe ce soit possible, c'est-à-dire les Occidentaux ont cherché Mugabe pendant des décennies, ils n'ont pas réussi à trouver un endroit par lequel ils devaient attaquer, mais on a l'impression qu'en Afrique de l'Ouest, il y a toujours quelqu'un qui va se rendre disponible, et aussi des questions intérieures qui ne sont pas réglées et qui s'internationalisent. Moi, j'ai toujours dit, quand on avait des débats sur ce qui se passait en Côte d'Ivoire, j'ai toujours dit, un peuple uni, même avec ses divisions, ne peut pas laisser d'autres pouvoir donc s'infiltrer pour pouvoir créer effectivement des rébellions ou créer des coups d'État. Et le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'était pas unis. On n'était pas unis et on a beau prôner quelque chose qui soit de cet ordre-là, cette unité, elle n'est pas encore totalement faite. Donc on a toujours peur qu'il y ait une infiltration à partir de gens du pays qui vont accepter... Et notamment l'ethnicité. Voilà, l'ethnicité joue dans le 108 et elle joue aussi dans l'Arabie en 2002. Et qui vont accepter une intervention extérieure parce que c'est leurs intérêts. C'est la frère qui attaque aussi. Et donc voilà. La frère entre guillemets, parce que normalement la fraternité doit être nationale. Mais bon, l'Afrique, c'est frontières. Donc c'est ça aussi. Donc, si vous ne voulez pas qu'il puisse y avoir donc, des fractures qui permettent à des gens de pouvoir s'infiltrer et venir créer un désordre chez vous, il faut prôner le dialogue, il faut prôner une plus grande communion dans cette population. Et c'est ce que nous avons comme problème encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui estiment que le pouvoir leur appartient et personne d'autre n'a le pouvoir. Ceux qui étaient victimes d'ostracisme par le passé, aujourd'hui font du rattrapage ethnique. Et on ne s'en sort pas, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le chien ou le chat qui se mord la queue depuis tout le temps, et on reste encore dans cette même logique. Et la meilleure façon de pouvoir justement sortir de cette logique, c'est de comprendre que nous sommes tous ivoiriens, c'est de comprendre que quelles que soient les opinions, chacun doit pouvoir les exprimer et faire en sorte que justement ce pays puisse vivre dans une espèce de communion. Et puis, naturellement, les élections vont créer les alternances qu'il faut. Et comprendre où cette logique mène, parce qu'on voit, 63, 66, on voit où ça a mené la Côte d'Ivoire, et finalement, ce qui a été comprimé en 66 a éclaté en 2002, c'est-à-dire cette fois-ci, une sécession de fait a vraiment existé. Et la phrase que je rappelais tout à l'heure, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre. Voilà. Alors, dans ton documentaire, tu reviens aussi pour quelque chose d'un peu plus marrant, on va dire léger, le télécrochet.
6e sillon, parce que la télévision vient d'arriver et on a des images des premières speakeries ivoiriennes. Et je trouve que c'est aussi des images où on voit une forme de mimétisme post-colonial qui irriterait les nouvelles générations. C'est-à-dire, vraiment, les Noirs jouent à être des Blancs à la peau noire, ça c'est marrant. Mais alors, donc, le télécrochet, donc le Star Academy de l'époque est truqué pour faire la part belle à une chanson de propagande au profit du fouet. La fameuse chanson « Soyez loués ». Tout le monde a chanté ça, « Soyez bénis, grand au fouet, voyez ». Tout le monde a chanté. Même moi, j'ai chanté ça quand j'étais gamin. Mais je ne savais pas. Et pourtant, c'est mon père qui a présenté cette émission et qui a été créée par George Benson, puisque mon père était une star de la RTI. Donc je ne savais pas tout ça. C'est par la suite que j'ai découvert. J'ai dit, mais attendez, c'est hallucinant. Le vainqueur, le gagnant, qui avait une chanson qui était très très belle, mais il ne parlait pas de fouet. Donc ça n'a pas plu au jury, et ça a plu au jury. Donc il a été élu gagnant, mais le bureau politique du PDCI s'est réuni et a dit non, on veut pas, on veut quelqu'un qui parle de fouet. C'est pour ça qu'on l'a écarté le vainqueur, on a inversé les résultats, et c'est comme ça que le fameux Soyez bénis est devenu... Une jolie chanson, on va dire. Une très belle chanson, parce qu'on était gamins, on chantait ça, on n'était même pas dans... C'est la propagande. Ouais, on pensait même pas à la propagande, mais on chantait ça parce que c'était une belle chanson. Très mélodieuse, etc. Alors, est-ce que cela signifie quand même que dans l'histoire, on voit alors en 66 une sorte d'émergence du culte de la personnalité? Oui, déjà. Il en a fini avec les faux complots, il en a fini avec le 108, il en a fini avec Nkrumah, même si Sékou Touré va l'embêter jusqu'en 1984. Il est tranquille. Il a cassé sa rébellion interne au PDCI. Enfin, quand je dis rébellion, c'est-à-dire la dissidence qui finalement n'acceptait pas trop le désapparentement avec le PCF. Enfin, la dissidence un peu de gauche, on va dire. Il est tranquille en fait. Oui, c'est vraiment l'année de la tranquillité. C'est pas le début, mais en tout cas c'est la continuation du culte, peut-être l'accélération du culte. Il est tranquille. Mais en fait, et tout ça on le paye encore aujourd'hui, parce que même nous qui travaillons sur l'histoire, combien de fois on ne se fait pas vilipender parce qu'il faudrait dire que c'est le plus beau, que c'est le plus grand. On peut dire qu'il est... Y ou Z. Chacun des leaders veut qu'on dise qu'il est... Voilà, on peut dire qu'il est grand, qu'il a fait de grandes choses, mais on peut aussi donc parler des ombres. Et nous avons la même chose avec le pouvoir actuel, c'est-à-dire que les partisans veulent que l'on porte leur leader donc au nu et qu'on ne puisse pas donc le critiquer. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, et c'est le problème de la démocratie en Côte d'Ivoire qui pour moi est en recul, parce qu'on n'est pas capable de pouvoir faire avancer des idées différentes, être capable de pouvoir dire, mais tel homme au pouvoir, notamment Ouattara aujourd'hui, a fait des choses de bien, oui, il faut le dire. Il y a des choses moins bien, il faut le dire aussi. Mais on n'a pas le droit de le dire. Et c'est ça qui nous pose problème. Et c'était pareil pour Oufoué. Et il faut aujourd'hui que justement nous arrivions à dépasser ces choses-là. Et c'est pour ça qu'un documentaire qui nous permet de regarder le passé, pour pouvoir nous interroger sur l'actualité, doit nous aider justement à prendre conscience de qui nous sommes dans un pays qui a besoin aujourd'hui plus que jamais d'unité. Mais d'une unité où chacun est différent, mais où nous mettons l'accent sur le pays d'abord. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres documentaires sur d'autres années charnières de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ou c'est trop compliqué? Il faut être très franc. Le documentaire, c'est quelque chose qui coûte très cher. Il ne faut pas se cacher. Moi, je m'étais donné, quand j'ai fini mes 30 années aux Antilles, en 2022, quand j'ai démissionné de la télé et que je me suis dit, bon, j'arrête le journalisme, je me suis dit, bon, je me donne 2 ou 3 ans pour faire des choses pour la Côte d'Ivoire, parce que bon, j'étais loin de la Côte d'Ivoire pendant 50 ans, j'ai vécu loin pendant 50 ans de la Côte d'Ivoire, même si j'ai fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire, notamment faire venir des bonnies de Guyane, en tout cas ces descendants d'esclaves, notamment ivoiriens, que j'ai fait venir en Côte d'Ivoire. Donc j'ai voulu me consacrer pendant 3 ans. Et donc j'ai fait des documentaires, j'ai fait des comédies musicales, et puis il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça rapporte pas, c'est cher, ça coûte. En fait, c'est même pas le fait que ça rapporte, parce que moi, je ne cherche pas à gagner de l'argent. Je suis arrivé à un âge, je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est qu'on n'amortit pas. On n'amortit pas. Et puis, bon, comme j'ai dit souvent, les gens de nos pays, la culture, l'histoire, c'est pas leur chose. Ils préfèrent les belles voitures, les achats de villas pour les jeunes filles, les gros seins. Ça, oui, ça intéresse les gens. Mais tout ce qui touche à la culture, à l'histoire, non, ça n'intéresse pas. Donc naturellement, j'ai financé donc, tout ce que j'avais à faire pendant 3-4 ans. Aujourd'hui, j'arrive un peu au bout. Et donc, j'ai créé cette plateforme de streaming en me disant, bon, si les Ivoiriens... SergeBillet.info. Si les Ivoiriens veulent qu'on puisse explorer cette histoire avec suffisamment de recul, sans parti pris, mais en étant extrêmement froid donc, à l'égard des faits, s'ils veulent, ils vont participer. Et puis naturellement, parce qu'il y aura beaucoup de monde, on pourra
en tirer donc un certain fonds pour pouvoir continuer. Et s'ils ne veulent pas, bon, l'aventure s'arrêtera. Alors sergebillet.info, c'est donc la plateforme de streaming sur laquelle on peut télécharger, regarder ce documentaire. Ça ne coûte que 3 000 francs CFA. On peut utiliser les moyens comme le mobile money ou les cartes bancaires. Les cartes Visa. On peut le voir aussi donc, depuis l'étranger. On peut le voir dans le monde entier. La France, dans le monde entier, 4,57 €. Ouais. On peut aussi partager pour amener ses amis à voir, non pas essayer de télécharger illégalement, mais partager le lien pour qu'ils participent également. Parce qu'en réalité, il s'agit de rembourser un peu des frais que tu as engagés en te disant que tu ne les récupérerais pas entièrement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la chance que les gens comme moi ont, c'est d'être totalement libre et indépendant. Quand vous êtes libre et indépendant financièrement, et que vous pouvez donc dire et écrire et faire ce que vous voulez, sans avoir à obéir aux ordres des uns ou des autres, c'est hyper important. Et cette liberté-là, oui, elle a été jusqu'au bout, parce que bon, j'ai financé 3 documentaires qui ont eu leur impact. Hein. Le premier, Les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny, le deuxième, Thérèse et Mandela. Quelles que soient les polémiques que les gens ont voulu susciter sans avoir vu le documentaire, c'est pas important. L'essentiel, c'est le fond même de l'histoire qui est racontée, et qui était importante aussi de raconter comment Houphouët-Boigny s'est comporté vis-à-vis de l'Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid. C'est très intéressant aussi de le voir. Et donc, voilà, ce travail a été fait. En clair-obscur. En clair-obscur, voilà, comme toujours. Et donc, c'était important de faire ce travail-là sur ces 3 documentaires, une fois qu'ils ont été faits. Bon, maintenant, si on a les moyens de pouvoir faire plus, on fera plus. Si on n'a pas les moyens, donc si vous allez sur la plateforme sergebillet.info, vous aurez peut-être d'autres documentaires. Oui, les autres viendront au fur et à mesure. D'abord celui-là, oui. Allez, donc faites le premier geste pour encourager Serge Billet. Alors, tu t'es spécialisé dans les livres, les documentaires et les comédies musicales qui abordent l'histoire de l'Afrique et du monde noir. On a l'impression que l'omerta règne en Afrique sur ces sujets. Je vais donner mon propre témoignage. J'ai été contacté à l'époque par un homme politique qui a vécu sa vie, Laurent Donafologo, oui, pour coécrire son autobiographie. On a signé un contrat. Il a tout payé, sauf qu'on n'a jamais travaillé. Il n'a pas. Donc, vraiment, c'est d'une honnêteté remarquable, mais on n'a pas fait le travail. Or, je brûlais de l'interroger sur toute cette histoire qu'il a connue, y compris les relations avec l'Afrique du Sud, la question de la guerre de succession dans les années 90, l'âge d'or du PDCI dans les années 60, puisque lui n'est pas contemporain des faux complots, mais finalement, j'allais chez lui et puis il n'avait jamais. Mais il faut se dire, en réalité, il n'a pas eu la volonté. Il faut se dire la vérité parce que c'est à ça que nous sommes confrontés, nous qui travaillons, nous qui sommes des chercheurs sur l'histoire. Dieu merci, toute la partie archives françaises, je veux dire, on y a accès à partir du moment où on sait à quelle porte il faut frapper, on y a accès. Et là, j'ai eu la chance d'avoir accès à des documents français. C'est payant et c'est cher. Non, ils ne sont même pas payants en plus. Il faut juste avoir les archives, ouais. Les archives. Non, oui, d'accord. Les archives papier. Oui, les archives visuelles sont payantes parce que ça va de 800 € la minute à 3200 € la minute. Donc quand on fait un documentaire, ça coûte horriblement cher. C'est pour ça que je dis qu'un documentaire, ça coûte très cher. Mais pour les archives papier, on avait droit à tout. Mais pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, combien de fois, et notamment M. Fologo, moi j'ai vu sa femme qui a accepté de témoigner dans mon film Thérèse et Mandela. Et c'est vrai que je trouvais anormal que ces gens-là n'aient pas écrit de livre. Et maintenant, je vais en écrire un avec moi. Je devais écrire un avec moi. Et j'ai essayé de frapper aussi du côté de Georges Weah. Tous ces gens-là sont la mémoire de l'histoire. Et je dis aujourd'hui, et de façon très claire, on ne peut pas reprocher à la jeunesse ivoirienne de ne pas connaître l'histoire de son pays, quand ceux-là même qui ont fait l'histoire refusent d'en parler et refusent d'écrire. Houphouët-Boigny disait que Jésus et Mahomet n'ont jamais écrit. Mais ses disciples ont écrit. Voilà. Et là, c'était pas le cas. Là, c'est pas le cas. En fait, il y a un certain nombre un grand ouvrage sur Houphouët-Boigny, mais ce n'est pas un de ses disciples qui a écrit en plusieurs tomes, et l'auteur a eu toutes les difficultés pour faire les recherches historiques. Il n'a pas été vraiment aidé non plus par son parti, le PDCI. De toute façon, on n'est aidé par personne. On est critiqué ensuite par tout le monde, mais on est aidé par personne. Mais il faut faire le travail. De la même façon que les chercheurs dans le monde entier, et moi je vois bien mes amis antillais avec lesquels j'ai travaillé quand je travaillais sur l'histoire des Antilles, mes amis québécois avec lesquels j'ai travaillé quand je travaillais sur l'histoire du Québec, parce que j'ai écrit aussi sur l'histoire du Québec. Vous parlez de Frédéric Gramel. Voilà, Frédéric, oui. Donc je vois bien comment ça fonctionne, mais il faut quand même tracer le chemin. Et je prenais l'exemple tout à l'heure de Noir dans les camps nazis. Quand j'ai écrit ce livre en 2005, je savais
que je frappais très fort dans quelque chose qui n'avait pas été fait et qu'il fallait donc parler de cette histoire de la déportation des Noirs dans les camps de concentration. J'en ai pris plein la gueule, comme on dit aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis content, 20 ans après, donc depuis 2005, oui, ça fait 21 ans après, je suis content parce que y a plein de livres qui sortent. Il y a plein de livres qui sortent sur les personnages dont j'ai parlé, et je parlais de façon succincte. Il y a plein de livres qui sortent sur un déporté qui s'appelle Carlos Dreke, et même récemment, j'ai participé à un film autrichien sur un déporté noir qui était donc dans un de mes livres, parce que justement, partout, en Autriche, en Allemagne, en Espagne et en France, des gens commencent à écrire des livres, mais il fallait quelqu'un qui ouvre le chemin. Donc c'est ce qu'on fait, nous les chercheurs aussi, par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ouvre le chemin en prenant donc toutes les balles qu'il faut prendre. Justement, les proches de Thérèse Houphouët-Boigny ont entretenu une polémique avec toi, justement. Ils n'ont pas entretenu une polémique. Non, il faut qu'on se dise là, c'est une fake news. Vous faites une fake news. Vous savez, il faut savoir une chose. Qu'est-ce qui te reproche? Non, mais on va aller dans le fond des choses. C'est une fake news. Quand on travaille comme moi sur l'histoire, quand on travaille comme moi avec ses moyens, ses propres moyens sur l'histoire, il faut toujours se dire qu'il y a d'autres gens qui vont travailler à vous démolir. Parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Les personnes en question se sont servies du nom de Madame Houphouët-Boigny pour faire croire qu'elle avait porté plainte alors qu'il n'en est rien. Donc, naturellement, comme vous savez comment fonctionnent les réseaux sociaux, il suffit qu'il y ait telle personne qui relaie un chanteur de rock un peu imbécile, un influenceur et d'autres, et puis c'est parti. Et les gens ont cru que, donc tous ceux qui n'ont pas vu le film, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, on a un tas de gens qui réagissent, qui n'ont pas vu le film, ont pensé qu'on avait voulu blesser quelqu'un, qu'on avait raconté. Non, alors que j'ai raconté chronologiquement tout ce qui s'est passé dans les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, y compris... Et il n'y a rien de mal. Mais non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien de... Y compris le voyage que m'a raconté l'ex-mari de sa nièce, qui m'a dit, j'ai pris cette dame et nous sommes partis en Afrique du Sud. J'ai raconté ça. Et lui s'est exprimé, il a raconté, j'ai été le voir au Nigeria, a fait le voyage jusqu'au Nigeria pour l'interviewer, il a raconté ça, comment ça s'est passé, comment il l'a emmené, comment... J'ai juste raconté ça. De la même façon que nous, demain, ou hier, ou demain, où on peut parler de l'histoire de Jackie Kennedy, parler de Madame Mitterrand, ou de parler de François Hollande par rapport à son affaire de scooter. Ça fait partie de la vie, les hommes publics ou les femmes publiques font partie, et les biographies autorisées ne sont pas forcément des choses dans lesquelles nous on s'inscrit. Nous sommes capables de pouvoir donc parler de choses dont on n'a pas besoin d'avoir une autorisation pour parler. Si les personnes qu'on contacte ne veulent pas parler, c'est leur avis, c'est ce qu'ils veulent. Mais nous faisons notre travail. Et donc j'ai fait ce travail-là, et naturellement, des gens qui vivent au crochet de Madame Houphouët, qui ont besoin d'exister, qui cherchent... On crée des polémiques, on crée des polémiques pour rien. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce documentaire de Serge Billet relance un débat important sur la mémoire et la compréhension de l'histoire ivoirienne. Quelles que soient les opinions, il contribue à remettre certaines questions au cœur des discussions publiques. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette démarche et des sujets abordés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour suivre toute l'actualité africaine. Merci de votre fidélité et à très bientôt.